remercier le professeur Brahimi, le professeur Najib aussi et le reste du bureau de l'association de m'avoir invité, de cette organisation très réussie. La preuve, c'est la 4e édition, et du choix du sujet aussi, qui est malheureusement, je dirais, toujours d'actualité, malgré les efforts donc, de l'OMS, des gouvernements, parce que de l'autre côté, il y a aussi d'autres efforts qui vont vers l'autre sens. Donc, professeur Brahimi, vous m'avez demandé donc, de traiter le sujet de la neurobiologie et des facteurs de risque de l'addiction à la nicotine. Et donc, je vais essayer de m'atteler à cet exercice en essayant un petit peu de simplifier sans oublier le plus important. Tout à l'heure, notre collègue donc, a parlé du tabagisme, du nicotine, et il faut savoir qu'effectivement, heureusement qu'on a le même chiffre, donc on a utilisé les mêmes références, ça coûte 1,3 jusqu'à 1,4 milliard de dollars par an, donc c'est énorme effectivement. 1400 milliards de dollars par an, pardon, avec 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, sans compter bien sûr les fumeurs passifs. Selon l'OMS, c'est l'un des fléaux les plus dramatiques de santé publique. Et donc, et en plus, c'est un facteur de mortalité qui est évitable. Donc, c'est la première cause de décès évitable dans le monde, le tabagisme. Alors, je vous présente M. John Nipo, c'est un philosophe, mais aussi un ambassadeur, un ancien ambassadeur, bien sûr, français en Portugal. Et à l'époque où il représentait le roi de France en Portugal, c'était à l'époque où le tabac a été découvert en Amérique latine, et donc on a importé, les Portugais ont importé ce produit en Europe, et donc John Nipo l'a envoyé en France, et quelques décennies plus tard, les scientifiques ont isolé une substance, c'est la substance la plus importante de la plante de tabac, et elles l'ont appelée justement à son nom nicotine. C'est le principal agent psychoactif. En fait, s'il n'y avait pas de nicotine dans la cigarette, personne ne va la fumer. C'est aussi la substance qui est responsable de ces effets psychoactifs, mais aussi surtout addictifs. Donc c'est ce qui fait qu'on devient addict, dépendant de la cigarette. Il faut savoir que la nicotine elle est produite de façon naturelle par la plante du tabac comme un pesticide. Ça veut dire que la plante du tabac produit la nicotine pour se défendre contre les insectes prédateurs. Mais la nicotine a été aussi utilisée comme un pesticide industriel par plusieurs États, dans plusieurs pays, jusqu'aux années 60, où elle a été en tout cas interdite aux États-Unis, peut-être utilisée dans d'autres pays des années plus tard. Et donc, on a arrêté de tuer les insectes par la nicotine. Par contre, on continue toujours de tuer les hommes par la nicotine. Plus de 8 millions de décès par an, dont à peu près 1,5 million jusqu'à 2 millions de fumeurs passifs. Donc, ce qui est énorme. Et il faut savoir aussi que la moitié des fumeurs réguliers qui continuent de fumer meurent de façon prématurée. Alors, pourquoi on est si addict au tabac et pourquoi c'est très difficile de s'en sortir? Ce pouvoir addictogène puissant de la nicotine, on le voit d'abord par le fait que 70% des fumeurs aimeraient arrêter de fumer. Ça veut dire qu'ils savent au fond d'eux que ce n'est pas bien de fumer. Ils expriment le souhait d'arrêter de fumer. 40% passent à l'acte, ils passent à l'action, ils arrêtent effectivement de fumer, pendant au moins un jour en tout cas. Donc, Nia Keina, l'effort Keina. 80% de ceux qui essayent d'arrêter recommencent dès le mois suivant. Donc, c'est vraiment très difficile d'arrêter, et seuls 3% réussissent d'arrêter de fumer. Là, je parle des essais et des tentatives qui se font seuls, sans aide médicale professionnelle. Et lorsque je dis aide médicale professionnelle, ce n'est pas les méthodes que vous voyez sur les médias sociaux. Vous allez arrêter de fumer en une journée avec des techniques ou le laser ou l'hypnothérapie ou je ne sais quoi. Bien sûr, tout ça, c'est de l'arnaque. Et c'est toujours comme ça en médecine. Lorsque la médecine ou la science trouve des difficultés à gérer une situation, c'est la porte ouverte aux arnaqueurs. Cela me rappelle cette citation de Mark Twain qui illustre un petit peu le pouvoir addictogène et le conflit permanent du fumeur avec la cigarette. Alors maintenant, parlons des facteurs de risque, les facteurs de risque de la dépendance à la nicotine. Bien sûr, je vais parler surtout de neurobiologie, mais bien sûr, l'approche actuellement admise par l'OMS,
ça s'applique à la psychiatrie, mais ça s'applique à la médecine de façon générale, pour expliquer l'apparition d'une maladie ou d'un phénomène comme ça, c'est l'approche biopsychosociale. Et donc, on ne peut pas parler uniquement de la biologie sans parler des facteurs psychologiques et de l'environnement, donc l'aspect social. Donc, d'abord, il y a la disponibilité. La disponibilité de la substance, c'est une drogue licite qui est vendue normalement donc dans les bureaux de tabac, qui est disponible. Et il n'y a pas vraiment de loi restrictive par rapport à cette consommation, bon, à part le fait d'être adulte, bien sûr, mais vous savez très bien, ce n'est pas très applicable comme loi. Et puis, il y a aussi l'influence de l'environnement, notamment à un âge jeune, chez les adolescents, parce que c'est l'âge sur lequel je vais insister. Et on va voir tout à l'heure pour chaque facteur, je nous mets les détails de ces facteurs, y compris l'influence de l'environnement. Donc, vous avez la disponibilité du produit, l'influence de l'environnement et donc une première consommation. Ben, peut-être que plusieurs parmi vous ici ont déjà essayé de consommer une cigarette juste pour tester. En général, ce n'est pas grave. Mais tout le monde ne tombe pas dans la dépendance. Pourquoi? Parce que justement, dans le corps, lorsque la nicotine passe dans le corps, c'est là que commence l'histoire. D'abord par la pharmacocinétique, le métabolisme de cette molécule qui est différent d'un individu à l'autre, notamment en raison de facteurs génétiques, qu'on va détailler tout à l'heure. Et puis il y a la partie pharmacodynamique, c'est l'action de la substance sur le cerveau notamment, sur tout le corps, parce que les récepteurs nicotiniques, en fait, ce sont des récepteurs de l'acétylcholine qui sont piratés en quelque sorte par la nicotine, qui prennent le dessous. Donc on les appelle les récepteurs nicotinocholinergiques. L'activation de ces récepteurs, bien sûr, va entraîner une libération de plusieurs neurotransmetteurs. Bien sûr, le plus connu, c'est la dopamine, dans le cadre de ce qu'on appelle le système de plaisir ou de récompense. Et cette libération va produire des effets bénéfiques que recherche en général les fumeurs. C'est l'amélioration de l'humeur, l'amélioration des capacités cognitives, la mémoire, la concentration, l'attention. Et puis, il y a aussi un effet antalgique. D'ailleurs, les anciennes populations de l'Amérique latine utilisaient la plante du tabac pour ces effets antalgiques. Donc, ce sont des effets bénéfiques qui vont renforcer la consommation. Vont mener donc le consommateur à reconsommer parce qu'il éprouve du plaisir. Sauf que, à force de consommer, il y a aussi un facteur de risque très important, c'est la tolérance. Et là aussi, qui est sous la dépendance de la génétique, mais aussi de la molécule elle-même, la nicotine. Ça aussi, je vais le détailler tout à l'heure. Bien sûr, la tolérance va faire qu'il y ait une désensibilisation de ces récepteurs. Ça veut dire que le même nombre de cigarettes entraîne de moins en moins le même effet. Donc, le consommateur ou le fumeur ne va plus ressentir les mêmes sensations de plaisir et il va fumer juste pour être dans la normalité, c'est pas pour éprouver un plaisir quiconque. Donc il va encore consommer et c'est à ce moment-là que vont apparaître ce qu'on appelle les syndromes de sévrage. À chaque fois qu'il va oublier sa cigarette quelque part, qu'il va oublier de fumer, il va avoir mal. Ce n'est plus juste une histoire d'avoir du plaisir ou de ne pas avoir du plaisir, mais il va avoir vraiment mal à la tête. Les symptômes de sévrage, une prise de poids qui va le rappeler un petit peu aussi à l'ordre. Et puis, il y a aussi cette notion d'automédication, surtout chez des gens qui souffrent d'anxiété, de dépression. Pas nécessairement de véritables troubles, mais juste des moments de dépressivité, des moments d'anxiété qui touchent beaucoup de gens. Et donc, ces moments-là vont être exacerbés par l'arrêt de la nicotine. Et tous ces éléments sont sous l'effet de plusieurs facteurs qui dépendent parfois de l'âge. Plus on est jeune, plus on a un risque de dépendance. Le sexe, on a vu que les hommes fument plus, mais les femmes sont plus vulnérables à la dépendance, à certains facteurs, on va le voir tout à l'heure, et développent plus de maladies liées au tabac qu'aux hommes. Les traits psychiques, qu'on va détailler tout à l'heure, et bien sûr certains troubles psychiatriques, ça les psychiatres le connaissent. La plupart des troubles psychiatriques exposent à la dépendance au tabac, mais aussi à d'autres types de substances. Et tout ça se fait sous l'effet de notre patrimoine génétique. Et donc, cet effet renforçateur, les effets positifs du tabac, constituent ce qu'on appelle le renforcement positif de la consommation, alors que de l'autre côté, lorsqu'on a mal, c'est ce qu'on appelle les renforçateurs négatifs. Et ces deux renforçateurs, lorsqu'ils durent dans le temps, vont entraîner justement la dépendance. Donc voilà schématiquement, si on peut dire, le développement de la dépendance chez une personne donnée. Donc il y a plusieurs facteurs biologiques, psychologiques, l'environnement donc social, ce qui correspond justement à cette approche biopsychosociale de tous les troubles, toutes les maladies, et surtout des maladies psychiques, dont les troubles de l'usage de substances. Alors, en parlant de l'influence de l'environnement, ça vous le connaissez,
Il y a bien sûr des compagnies qui essaient un petit peu de rendre très attractif, très sexy, les nouvelles cigarettes, surtout avec les cigarettes électroniques, donc c'est un phénomène de mode, plein de couleurs, plein d'arômes, ça attire les gens. Il y a aussi le fait d'appartenir à un groupe, de ne pas être écarté d'un groupe qui fume, donc l'effet de l'entourage. Il y a les stresseurs de l'adolescence, notamment les études, conflits parentaux, conflits à la maison, sans amour parfois, et l'harcèlement à l'école, des échecs sentimentaux, les premières relations amoureuses, donc, mais il y a aussi les premiers troubles psychiques qui commencent à l'adolescence, donc il y a beaucoup de facteurs de stress durant cette période de l'adolescence qui peuvent influencer aussi la consommation. Enfin, la publicité, heureusement, il y a de moins en moins de publicité. Effectivement, les plus anciens se rappellent des publicités qui étaient disponibles dans les journaux, dans les magazines, et c'était toujours plébisciter le consommateur, qui est cet héros-là. Et donc, mais la publicité avec Internet, elle est toujours là. Pas interdire l'Internet, donc on ne peut rien interdire. Et c'est pour ça qu'en général, lorsqu'on parle de campagne de sensibilisation, de prévention, ce n'est pas au lycée, au collège que ça se passe, c'est à la petite enfance. Ce n'est pas à ce stade-là qu'on va prévenir quoi que ce soit. Lorsqu'on est métaboliseur rapide, on a un patrimoine génétique qui fait que le taux de l'activité enzymatique, notamment l'enzyme CYP40, qui est l'enzyme principale qui métabolise la nicotine, lorsqu'on a une augmentation de cette activité, c'est une prédisposition génétique, on fume plus, on ressent plus de symptômes de sévrage et on a plus de difficultés à arrêter de fumer. Contrairement à ceux qui ont une métabolisation lente. Et ça se voit aussi dans le risque de cancer. Les métaboliseurs rapides présentent plus de cancers que les métaboliseurs lents, par exemple. Par rapport à cette question de récepteurs, là aussi, on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous les mêmes récepteurs. Donc, c'est l'action pharmacodynamique de la nicotine. Ce récepteur, en fait, existe dans tout le corps, pas uniquement au niveau du cerveau. Donc, il existe bien sûr largement dans le système nerveux central. Il existe aussi dans le système nerveux périphérique, ce qui peut expliquer certaines réactions sympathiques, surtout avec l'augmentation de la tension artérielle. Vous savez très bien, l'association HTA et tabagine, c'est une association mortelle. Les cardiologues ici, ou les chirurgiens cardiovasculaires et vasculaires le savent très bien. Et même au niveau de la neurone, il y a une répartition très diverse de ces récepteurs. Au niveau des synapses, là où s'exerce l'action principale, mais aussi au niveau des dendrites, du corps cellulaire, en pré-synatique, en post-synatique. Et c'est ce qui explique cette action diverse et ces multiples effets de la nicotine sur le corps et sur, bien sûr, le psychisme. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que la nicotine, c'est un ligand externe, exogène, qui vient pirater un petit peu ces récepteurs cholinergiques. Donc, c'est l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur naturel, disons. Et lorsqu'il pirate les récepteurs, il va le modifier sur le long cours. Il faut savoir que les dysfonctionnements de ces récepteurs sont impliqués dans plusieurs maladies neurologiques, mais aussi psychiatriques. Et d'ailleurs, c'est toujours actuellement une piste de recherche pour traiter beaucoup de maladies neurologiques et psychiatriques. Juste pour vous montrer l'importance de ces récepteurs sur lesquels vient se poser la nicotine. Alors, un autre facteur, c'est la libération de neurotransmetteurs. Lorsque la nicotine vient agir sur ces récepteurs, notamment au niveau de ce noyau-là, c'est l'aire tegmentale ventrale, donc l'effet de la nicotine va faire qu'il y ait une activation de cette voie, la voie mésolimbique, du pont à ici, vers cette région-là, qu'on appelle le nucleus accumbens. C'est ce qu'on appelle le circuit de récompense ou de plaisir. C'est à ce niveau-là qu'est sécrétée donc la dopamine en quantité et qui fait qu'on ressent ces sensations de plaisir, d'augmentation de la concentration, de la mémoire et ainsi de suite. Mais ce n'est pas juste une histoire de dopamine. La dépendance, elle implique aussi d'autres circuits, notamment le circuit GABAergique. GABA, c'est le neurotransmetteur inhibiteur principal du cerveau. C'est ce qui nous permet par exemple le soir de dormir, c'est ce qui éteint un petit peu le cerveau. Et glutamatergique, c'est l'inverse, c'est ce qui est excitateur. Et on a constaté récemment que même ces circuits-là peuvent aussi participer, voire de façon indépendante de la dopamine, dans la dépendance à la nicotine. Et cela est dû essentiellement au fait que justement ces récepteurs nicotiniques se trouvent aussi bien sur les récepteurs dopaminergiques, sur les neurones dopaminergiques que sur les neurones glutamatergiques et GABAergiques, quoique ce sont des récepteurs un peu différents sur le plan de leur constitution. Ce qu'on appelle les sous-unités des récepteurs est différente. Et c'est ce qui donne des effets différents et parfois une désensibilisation d'un côté
qui n'existe pas d'un autre côté. Et je vous expliquais tout à l'heure l'importance des différents aides. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de la dopamine. La nicotine, en fait, implique la libération de pratiquement tous les neurotransmetteurs, bien sûr avec une importance variable d'un neurotransmetteur à l'autre, et donc implique plusieurs effets. Certains effets sont recherchés, le fait de réduire l'appétit, donc réduire le poids, augmenter les capacités cognitives, l'acétylcholine et le glutamate, l'apprentissage aussi. C'est pour ça que chez l'adolescent, il y a beaucoup de gens qui commencent à fumer au cours des périodes des examens, par exemple. La réduction de la tension et de l'anxiété qui est très fréquente durant cet âge-là. Donc vous voyez que des effets bénéfiques sont sous la direction de plusieurs neurotransmetteurs dont la libération est provoquée par la nicotine. Alors un autre facteur, c'est la tolérance. La tolérance, bien sûr, d'abord, est liée à une exposition chronique. C'est un phénomène qui se voit dans pratiquement tous les récepteurs du cerveau. Lorsqu'ils sont exposés, notamment lorsque la substance n'est pas habituelle au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de neuroadaptation. Alors pourquoi ça n'arrive pas aux substances naturelles qui sont dans le cerveau? Tout simplement parce que la nature est faite de façon que donc les récepteurs contiennent toujours des enzymes spécifiques pour ces neurotransmetteurs naturels. Ça veut dire qu'une fois le neurotransmetteur naturel a fait son travail, il est métabolisé. Donc il n'est plus là. Par contre, lorsqu'on apporte une substance exogène, le cerveau, bien sûr, n'arrive pas à la métaboliser, à l'éliminer, et donc elle reste là, et elle fait son effet, et parmi ces effets-là qui durent dans le temps, c'est cet effet de désensibilisation du récepteur qui n'agit plus de la même façon. Alors, ça se voit bien sûr après plusieurs mois, plusieurs années, mais même à l'échelle de 24 heures, on peut l'observer. Donc c'est ce que je viens de dire, mais pour vous illustrer la notion de désensibilisation durant même 24 heures, ici vous avez un fumeur qui commence sa première cigarette par exemple à 8 heures du matin. La notion de le temps entre le réveil et la première cigarette est très important pour définir la dépendance. En général, on est vraiment très dépendant lorsqu'on fume dans les 5 minutes. Parce que dès qu'on se réveille, il y a vraiment des symptômes de sévrage qui sont là. On n'a pas fumé pendant plusieurs heures. Alors la première cigarette, en général, ça va. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène ici, dans cette zone-là. Voilà. Cette zone-là, c'est la zone de plaisir. Donc on arrive à l'atteindre. Puis son effet disparaît. On reste dans cette zone grise qui est la zone neutre. Donc on refume, c'est un peu distant. Et puis avec le temps, on entre de moins en moins dans la zone de plaisir et de plus en plus en bas vers la zone de sévrage. Et donc, au cours de la journée, on fume juste pour ne pas avoir mal, sans vraiment ressentir du plaisir, et on fume de plus en plus. Jusqu'au soir, où heureusement on peut dormir, et c'est à ce moment-là que s'opère le phénomène de resensibilisation. C'est pour ça que le lendemain, ça recommence, et le film continue du fumeur. Et c'est pour ça aussi que parfois, notamment lorsqu'on a un fumeur qui est insomniaque, c'est vraiment une association très difficile à gérer, notamment chez les patients psychiatriques, parce que lorsqu'on est insomniaque totalement et on fume le soir, le phénomène de resensibilisation ne se produit pas. Et donc le sujet va avoir le lendemain plus de mal à la tête, plus d'irritabilité, et ça aggrave les troubles psychiques justement. Donc un insomniaque qui fume, c'est vraiment, ça peut être catastrophique pour lui. Donc après la tolérance, il y a donc des symptômes de sévrage. Et je reprends le schéma des neurotransmetteurs, qui fait bien sûr l'activation donne les effets recherchés. La désactivation, la désensibilisation et la tolérance va justement faire qu'il y ait une augmentation de l'appétit et donc une prise de poids, qui est parmi les causes importantes qui fait que beaucoup de gens n'arrêtent pas de fumer. Les problèmes de mémoire, d'attention, là aussi qui ramènent les gens à fumer juste pour retrouver la concentration et l'attention, et une augmentation de l'anxiété. Et là, on le sait, je pense que les psychiatres, on est habitués à ça lorsqu'on traite des troubles anxieux. Si les gens n'arrêtent pas de fumer, leur anxiété va perdurer, ils vont prendre des antidépresseurs pendant des années et des années. Alors qu'on vient de voir tout à l'heure que normalement la cigarette, la nicotine, réduit l'anxiété. Alors, le phénomène, il se répète en fait, regarde les symptômes négatifs. En fait, la nicotine, il baisse l'anxiété d'un côté, mais il l'augmente de l'autre. Mais ce qui arrive, c'est qu'en baissant l'anxiété, il inhibe d'autres circuits où l'anxiété, normalement, elle est activée. Je vais vous expliquer de façon que j'espère simple. En fait, les projections de l'amygdale, cette structure au niveau du cerveau qui est responsable de l'anxiété en quelque sorte, ils sont liés à l'aire tegmentale ventrale qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on a
une consommation donc, de nicotine, il y a l'activation de ces circuits de plaisir, donc entre les tegmentale ventrale et le noyau accumbens, donc la libération de dopamine, mais en même temps, il y a une activation des récepteurs cholinergiques au niveau de la voie GABAergique qui va de l'aire tegmentale ventrale à l'amygdale. Et en activant la voie qui est une voie inhibitrice, on calme l'amygdale. Donc le sujet ne ressent plus l'anxiété. Sauf qu'en même temps, la nicotine, il agit aussi sur les récepteurs nicotinocholinergiques qui se trouvent sur la voie glutamatergique, qui est celle qui active l'anxiété. Et ce qui se passe, c'est que l'action GABAergique fait que l'action glutamatergique n'a pas d'importance sur le plan clinique. Parce que déjà l'amygdale, elle est éteinte par la stimulation GABAergique. Mais avec le temps, les récepteurs GABAergiques sont désensibilisés. Et souvent, les récepteurs GABAergiques se désensibilisent plus rapidement que les récepteurs glutamatergiques. Ce qui donne un effet rebond dans l'anxiété dès que le sujet réduit la consommation ou dès qu'il arrête sa consommation. Et le fumeur va penser qu'en fait, c'est la cigarette qui lui fait du bien. Alors qu'en fait, en même temps qu'il lui faisait du bien, il augmentait le niveau d'anxiété, entre autres. Je pense que s'il y a des pneumologues ici, ils le savent aussi très bien par rapport au poumon. La cigarette, elle a un effet bien sûr inflammatoire, mais elle a aussi un effet de dilatation des bronches, qui fait que le fumeur ne ressent pas les symptômes de l'inflammation. Et dès qu'il arrête la constriction des bronches, il commence à tousser. Et donc, des fumeurs, c'est quand ils arrêtent qu'ils commencent à tousser et faire beaucoup de crachats et tout ça. Ils vous disent, ah là, la cigarette fait rien. Donc, c'est la même chose qui se produit avec l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'il me reste aussi encore? Voilà, les facteurs. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'âge. Il faut savoir que plus on est jeune, plus on devient dépendant. Chez les hommes, chez les jeunes adolescents de sexe masculin, c'est plutôt la dépendance. Chez les jeunes adolescents, c'est plutôt ce qu'on appelle le craving, cette envie impérieuse de reconsommer. Mais en fin de compte, ça se rejoint bien sûr, parce que le craving mène aussi à la dépendance. Le fait d'être femme, en fait, rend surtout la jeune adolescente plus influençable, le phénomène de mode. C'est plus difficile d'arrêter. Et il y a plus de mortalité, notamment par les cancers chez les femmes que chez les hommes par le tabac. Il y a une centaine d'années, la publicité visait justement la population féminine, parce qu'on voulait augmenter les ventes. Dans les années 1920 aux États-Unis, on vendait la cigarette comme un moyen d'épanouissement pour les femmes, de libération. Alors que le terme addiction, je ne sais pas si vous le savez ou pas, le terme addiction, il vient du grec addictus, à l'époque de la Grèce ancienne. Lorsque quelqu'un ne pouvait pas rembourser sa dette, il devenait esclave de celui qui a prêté l'argent. Et on appelait cette personne-là addictus. Donc c'est de là que vient le terme addiction, c'est de l'esclavagisme, c'est être esclave d'une substance. Alors que les compagnies de tabac essaient de vendre la substance comme étant un signe de liberté et d'épanouissement. Mais aussi, ils vantaient aussi les qualités par rapport à la prise de poids. Et donc, on essayait par tous les moyens de convaincre les femmes de fumer. Selon l'OMS, il y a aussi cette question des traits de personnalité, notamment le manque d'estime de soi. Plus on a une image de soi qui est altérée, plus on risque de tomber dans la dépendance. Et bien sûr, lorsqu'on a aussi des traits d'anxiété. Et d'autres facteurs de risque qui sont liés à la personnalité, ce qu'on appelle les traits d'impulsivité, des gens qui ont des difficultés à se contrôler. L'insoumission, le fait d'être rebelle, ce qui caractérise un petit peu aussi l'adolescence. Les déficiences de régulation émotionnelle, le fait de ne pas se tenir dans des situations de stress émotionnel. Il y a aussi la faible religiosité, notamment dans les sociétés religieuses, bien sûr. Des études en Malaisie, donc c'est une société musulmane, et ils ont constaté que dans cette société musulmane, le fait d'avoir une faible religiosité expose plus à la dépendance à la nicotine. Les troubles psychiatriques, alors les psychiatres le savent très bien. La plupart des patients, par exemple psychotiques, mais aussi dépressifs, anxieux, lorsqu'ils fument, ils fument. C'est un degré de dépendance très important, parfois 2, 3, 4 paquets par jour. Et donc, toutes les études, dans celle qui a été publiée récemment, il y a quelques semaines, dans la revue Molecular Psychiatry du Book Nature, ont montré effectivement que les troubles psychiatriques, c'est un facteur de risque important pour la dépendance à la nicotine, notamment ces troubles-là.
Et d'ailleurs, depuis une dizaine d'années maintenant, on ne parle plus de comorbidité, troubles psychiatriques, addiction, non, on parle d'une seule pathologie, ce qu'on appelle la pathologie duale. On considère la pathologie psychiatrique et l'addictologie, les pathologies addictives, comme étant les deux versants d'une même pathologie. Les gènes nous prédisposent, mais ne destinent pas, ne prédestinent pas. Il y a toujours l'environnement qui intervient, et vous voyez ici les phénomènes de méthylation, d'acétylation qui vont agir sur ces récepteurs, sur nos gènes, pour augmenter la dépendance à la nicotine. Alors comment ça se passe? Ça c'est un modèle global un petit peu qui explique pourquoi on devient dépendant, en respectant la notion du modèle biopsychosocial, avec une activité génétique qui va prédisposer, avec une structure du cerveau, un style de comportement et un type d'environnement qui vont aboutir donc à l'addiction. Un exemple parmi d'autres, parce que, fait des rubriques, on peut introduire plusieurs variables, il n'y en a une seule variable. Donc lorsqu'on a des gènes, par exemple, codants pour l'enzyme de métabolisation rapide, en plus de récepteurs qui favorisent l'addiction, donc cela entraîne une structure cérébrale et des circuits au niveau du cerveau qui exposent justement à la dépendance, avec un style de comportement, par exemple l'impulsivité, l'estime de soi, mais aussi l'environnement qui commence avant même la naissance. Une maman qui fume, par exemple, des infections au cours de la grossesse, un accouchement difficile, mais aussi de la maltraitance au cours de l'enfance, un stress maternel. Donc tous ces événements-là vont augmenter le risque de dépendance. Alors pourquoi l'adolescent est un sujet à risque, très à risque? Parce que l'exposition à l'adolescence est associée à des niveaux très importants de dépendance, et surtout parce que les effets de la nicotine, du tabac en général bien sûr, toxiques sont beaucoup plus prononcés de l'adolescent que par rapport à l'adulte. Ça entrave plutôt le développement cognitif, ça entrave les fonctions exécutives au niveau du cerveau, ce sont les fonctions qui permettent de prendre des décisions, et le contrôle inhibiteur qui est aussi réduit. Ça veut dire que le sujet n'arrive plus à contrôler. Alors pourquoi les adolescents sont exposés à cette toxicité, à ces effets-là? Tout simplement, parmi les théories les plus répandues dans ce domaine-là, c'est le rôle des cellules gliales. Les cellules gliales, ou la microglie, ce sont des cellules qui entourent les neurones, qui protègent le cerveau, qui éliminent les toxiques et qui aident un petit peu à gérer les situations de stress dans notre cerveau. Lorsqu'on ne fume pas, il y a un équilibre entre la production de ces cellules gliales par rapport aux facteurs pro-inflammatoires et facteurs anti-inflammatoires. Lorsqu'on est adulte, lorsqu'on commence à fumer à partir de 25 ans et plus, il y a en général une bonne réaction des cellules gliales et ils produisent plus de facteurs anti-inflammatoires que de facteurs inflammatoires. Alors que lorsqu'on est adolescent, il n'y a pas encore de maturité suffisante de ces cellules gliales pour réaliser cet équilibre-là. Et donc ces cellules gliales vont plus, en présence de la nicotine et des autres substances, produire des facteurs pro-inflammatoires qui vont attaquer le cerveau et entraîner à la cascade d'événements qui va aboutir non seulement à la dépendance, mais aussi à des perturbations psychiques et cognitives chez l'adolescent. Vous avez bien dit tout à l'heure que la cigarette a fait des centaines, voire des milliers d'autres substances, alors qu'on parle que de la nicotine. En fait, les autres substances sont là pour plusieurs raisons. Vous voyez par exemple, on arrête quelques exemples, il y a beaucoup de métaux lourds, de poisons, l'arsenic par exemple, le cadmium, le polonium, le mercure, donc c'est vraiment très dangereux comme substance. Alors qu'est-ce que viennent faire ces substances-là dans la cigarette? Bon, les spécialistes vont dire que ce sont des substances qui permettent à la cigarette d'être combustible, de dégager de la fumée, élargir les poumons, ça facilite le métabolisme de la nicotine. Donc toutes ces substances-là sont là pour aider la nicotine à faire son effet. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que sans la nicotine, les substances n'ont aucun intérêt. Personne ne va fumer avec des substances. Et les substances n'ont pas d'effet psychoactif. Donc la nicotine à elle seule, elle fait rentrer tout ce toxique-là pour nous tuer et pour nous rendre dépendants. Mais on a découvert récemment aussi que les substances n'ont pas de rôle. Bon, ce n'est pas la théorie du complot, mais je ne sais pas est-ce que les compagnies le font exprès. Mais il y a des substances, on a découvert qu'ils avaient un autre rôle, c'est d'augmenter la dépendance à la nicotine elle-même, en agissant sur l'activité de ce qu'on appelle la monoaminoxydase A. Ce sont des enzymes qui entrent dans la production des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, et donc ces substances font augmenter l'effet de la nicotine par rapport à la libération de ces neurotransmetteurs au niveau du striatum. Et donc ils ont un rôle aussi dans l'augmentation de la dépendance à la nicotine.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.